On dit souvent que l'amour d'une mère est le premier miracle qu'un enfant expérimente. Mais pour moi, ce miracle s'est présenté sous la forme d'un cauchemar. Je m'appelle Keneshikui, mais personne ne m'a jamais appelé ainsi dans mon enfance, surtout pas elle, ma mère. Je suis né un matin sec et poussiéreux, au cœur de la saison de l'harmattan, dans un petit village oublié de l'état d'Anambra, au sud-est du Nigeria. Le vent soufflait fort, les toits de tôle vibraient, et la poussière rouge s'engouffrait dans chaque coin des maisons debout. Ce matin-là, pendant que le reste du village allait de ses activités, ma mère me tenait dans ses bras, non pas avec tendresse, mais avec un regard vide. Pas de larmes de joie, ni de sourire. Selon les rumeurs, elle aurait pleuré pas parce qu'elle était émue, mais parce que j'étais arrivé. Un enfant qu'elle n'avait jamais voulu. Un accident qu'elle ne s'est jamais pardonné. Très tôt, j'ai compris que je n'étais pas comme les autres enfants. Mes premiers souvenirs ne sont pas faits de berceuses ou d'étreintes. Ils sont faits de cris, de regards glacés et de nuits passées sur le sol froid de la cuisine, pendant que mes frères dormaient dans des lits. Je me réveillais au son des marmites qui bouillaient, l'odeur du ragoût remplissant la maison, mais mon assiette contenait toujours du gari sec, sans sucre, sans lait, sans rien. Et quand j'osais demander pourquoi, elle me répondait. Gary, c'est pour ton espèce. Les enfants maudits ne méritent pas de viande. Je n'ai pas compris tout de suite ce que cela voulait dire. Alors, j'ai fait ce que tous les enfants font, j'ai essayé de mériter l'amour. Je me levais avant l'aube pour balayer la cour, aller chercher de l'eau au puits, récurer les toilettes. Je faisais à manger, je m'occupais de mes petits frères. Mais peu importe mes efforts, je n'étais jamais suffisant. Elle ne m'a jamais appelé Keneshikui. Pas une seule fois. Pour elle, j'étais toujours celui-là, ou le fils d'erreur. Même lorsqu'elle me présentait à des gens, c'était avec des mots froids. C'est lui, celui que vous voyez là. Mon père, Ézéchiel, n'a jamais été un refuge. Il passait le plus clair de son temps au bar du coin, buvant du vin de palme, et rentrait ivre, quand il rentrait. Il ne me parlait que pour me frapper avec sa ceinture ou m'accuser d'être la source de la tristesse de sa femme. À ses yeux, j'étais une honte vivante. Un poison dans leur vie. À l'école, ce n'était guère mieux. Mes uniformes étaient déchirés, recousus à la main plus de fois que je ne pouvais les compter. Mes sandales étaient trouées, mes chaussettes dépareillées. Les autres enfants m'appelaient Kené mendiant. Ils me jetaient des cailloux, me volaient mes livres, me bousculaient dans la cour. J'étais invisible pour les enseignants, et un bouc émissaire pour les élèves. Je mangeais seul. Je sentais la fumée de bois, l'huile de palme et la sueur. Puis il y a eu ce jour, que je n'oublierai jamais. Durant l'assemblée du matin, Nkem, le clown de la classe, a tiré sur mon short devant tout le monde. Les rires ont éclaté comme un orage. Même les enseignants ont ri. Mon short à mes chevilles, ma dignité à terre. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement remis mon short, et je suis parti. Je suis rentré chez moi ce jour-là, pensant que peut-être ma mère me consolerait. Mais non. Elle m'a battu si violemment que je ne pouvais plus marcher pendant 2 jours. Tu veux me déshonorer? Tu crois que tu es spécial? Tu n'es qu'un fardeau. Un enfant maudit. Hurlait-elle. Ce soir-là, allongé sur le sol avec des bleus sur tout le corps, j'ai compris une chose. Si le monde me voyait comme rien, alors je deviendrais quelque chose d'inoubliable. Ce serait ma vengeance. Ce serait mon miracle. Et c'est ainsi que la flamme en moi a pris feu. La nuit où Keneshikui a quitté son village, il n'avait que 12 ans. Aucun plan, aucune destination. Juste une miche de pain à moitié mangée, quelques livres rapiécés de Panayo, et le feu déterminé d'un garçon qui refusait de mourir dans l'oubli. Il a traversé la forêt, les pieds nus lacérés par les ronces, le ventre vide, les yeux pleins de rage et de résilience. 3 jours plus tard, il était à Enugu City, épuisé, malade, mais vivant. Il a commencé par dormir sous un vieux pont près du parc principal. Il nettoyait les pare-brises, portait des charges, vendait des sachets d'eau. Puis il a trouvé un travail dans un lave-auto. Les insultes pleuvaient, les gifles aussi, mais il tenait bon. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais mendié. Chaque naira gagné était soigneusement économisé. Avec ce peu d'argent, il payait du temps au cybercafé voisin. C'était là que tout allait changer. Un jour, alors qu'un client avait du mal à remplir un formulaire en ligne, Keneshikui l'a aidé spontanément. Le propriétaire du cyber, Monsieur Emmanuel, l'a remarqué. Impressionné par sa manière de parler et sa rapidité, il lui a proposé un marché, nettoyer les lieux en échange de 30 minutes d'accès à l'ordinateur chaque jour. Keneshikui a accepté sans hésiter. Il a appris à coder tout seul. HTML, CSS, JavaScript, puis PHP. Il regardait des tutoriels pendant la nuit, dormait parfois sur le sol du cyber, à côté des tours d'ordinateur. Monsieur Emmanuel, touché, a fini par lui offrir un vieux matelas dans la réserve. Pendant que d'autres enfants allaient à l'école, Keneshikui se formait dans l'ombre. À 19 ans,
il a créé une application mobile qui permettait aux marchands de suivre leur stock dans les marchés ruraux. Il l'a présenté lors d'un petit événement local. Les gens ont ri. Jusqu'à ce qu'ils voient la démo. Cette semaine-là, il a reçu sa première promesse d'investissement. À 23 ans, il était à Lagos. À 25, il faisait la couverture de Forbes Afrique comme le plus jeune milliardaire autodidacte d'Afrique de l'Ouest. Ce n'était plus le garçon affamé sous le pont. C'était Keneshukwu Amadi, symbole vivant de la revanche silencieuse des enfants oubliés. Le succès avait apporté à Keneshukwu une vie qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Il possédait des bureaux à Lagos, Nairobi et Accra. Il était invité à des conférences internationales, félicité par des chefs d'État, et courtisé par les médias du monde entier. Mais au fond de lui, le garçon du pont n'avait jamais oublié. La blessure était restée, tapie, silencieuse. Puis un jour, tout a basculé. Une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux. Sa mère biologique, Ngozi, aujourd'hui plus vieille, assise sur une chaise en plastique, pleurant face à une caméra. Elle racontait comment elle avait toujours aimé son fils mais qu'elle avait été trop pauvre pour s'occuper de lui. Elle suppliait qu'on la laisse le voir. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Les commentaires étaient partagés. Certains accusaient Keneshukwu d'être ingrat. D'autres le défendaient. Les médias en ont fait un feuilleton. Et lui, silencieux, observait le monde tenter de réécrire son histoire. Jusqu'au jour où il a pris la parole. Lors d'une conférence à Abuja, devant des centaines de journalistes, il est monté sur scène. À côté de lui, un écran projeta une série de photos. Un garçon sale au regard vide, un short déchiré, un enfant oublié. Ce garçon-là, c'était moi. On ne peut pas me reprocher de ne pas donner ce que je n'ai jamais reçu. Puis il raconta, calmement, sans larmes, tout ce qu'il avait vécu. Les humiliations. Les coups. Le silence. La douleur de grandir sans un mot doux, sans un regard aimant. Il termina par ces mots. Ma mère a droit au pardon, mais elle ne peut pas effacer le passé. Je suis devenu ce que je suis non grâce à elle, mais malgré elle. Quelques jours plus tard, il retourna discrètement dans son village. Il se présenta devant elle. Elle pleura, tomba à genoux. Il la releva, la regarda dans les yeux et dit simplement. Je ne suis plus ton fardeau. Je suis ton souvenir. Porte-le bien. Puis il partit, le cœur léger, comme s'il avait enfin posé la pierre sur la tombe de son passé. 6 mois après cette confrontation publique, Keneshukwu était de retour sur scène. Mais cette fois, ce n'était ni un forum technologique, ni une levée de fonds internationale. Il se tenait devant une centaine d'enfants, dans une grande salle colorée d'un centre flambant neuf portant le nom de « Maison Panayo ». C'était son projet le plus personnel. Un foyer pour enfants rejetés, orphelins ou abandonnés. Un lieu d'apprentissage, de guérison et de dignité. Il y avait des dortoirs, une bibliothèque connectée à Internet, une cantine pleine de rire et surtout, des bras ouverts. Lors de l'inauguration, il prit la parole, la voix posée, le regard ancré dans les visages attentifs. Vous n'êtes pas des erreurs. Vous êtes des miracles. Comme moi. Et comme moi, vous deviendrez des flammes que personne ne pourra éteindre. Il savait que le vrai pouvoir n'était pas dans les chiffres ou les titres, mais dans la capacité à transformer la douleur en refuge pour les autres. La maison Panayo était sa manière de redonner ce qu'on ne lui avait jamais offert. La possibilité de croire en soi, même lorsqu'on vient de rien. De son passé, il n'avait pas tout oublié. Il avait retrouvé Dominique, son véritable père, un homme modeste et silencieux qui avait toujours ignoré son existence. Le contact fut délicat, maladroit. Mais avec le temps, des conversations sincères réparèrent peu à peu les déchirures. Dominique n'était pas un héros, mais il ne fuyait plus. Et cela suffisait. Quant à sa mère, il n'éprouvait plus de haine. Pas de pardon total non plus. Juste une forme de distance pacifiée. Il lui avait laissé une maison, une rente mensuelle. Mais il ne cherchait ni réconciliation forcée, ni effusion tardive. Il avait compris que la paix n'est pas toujours dans l'étreinte retrouvée, mais parfois dans le choix de ne plus souffrir pour ce qui ne changera pas. Le soir, alors qu'il observait les enfants jouer dans la cour, il sourit pour lui-même. Il était enfin libre. Non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait guéri.